Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Elle a été créée il y a 2 décennies à l'initiative de 34 juridictions suprêmes francophones et de l'Organisation internationale de la francophonie. 20 ans d'exercice après, elle comprend désormais 49 membres. L'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français s'est donné comme objectif de renforcer l'entraide, la coopération et la solidarité entre les institutions judiciaires. Le Bénin, membre de cette association, accueille le 7e congrès autour d'un thème qui retient toutes les attentions. Pour évoquer cette thématique et faire d'ailleurs le bilan de leurs actions, je reçois ce soir des personnalités du secteur judiciaire. Jean-Paul Jean, vous êtes président de la Chambre honoraire à la Cour de cassation de France et secrétaire général de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Et juste à vos côtés, Monsieur Abdou Zakari, vous êtes le premier président de la Cour de cassation du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Et puis en face, Madame Florence Aubry-Girardin, vous êtes la présidente de la 2e Cour de droit public au tribunal fédéral suisse. Bonsoir. Bonsoir. C'est équivalent à la Cour suprême. C'est la Cour suprême, exactement. Parfait. Alors, Monsieur Jean, dites-nous, quand on parle de cette association, l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, alors que retenir? Quels sont ces objectifs? Alors les objectifs, vous les avez rappelés, en 2001, c'est créer un réseau sur les valeurs de la justice francophone, c'est-à-dire garantir, aider à garantir l'indépendance, l'état de droit, les valeurs et surtout être un lieu d'échange entre les cours extrêmement différentes. Vous avez la Suisse, le Niger, la France, le Canada, Haïti, le Liban, le Cambodge, les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Vous voyez, des pays extrêmement différents, Madagascar. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en commun? Eh bien, sans doute l'héritage peut-être du Code civil, d'un certain nombre de valeurs, et face au droit de common law, par exemple, au droit anglo-saxon, c'est important d'avoir ces traditions juridiques et en même temps adaptées au monde d'aujourd'hui, au monde moderne, notamment l'économie, pour que les investisseurs comprennent ce qu'est aussi un contrat en langue française, que les investisseurs voient la qualité des juristes dans les pays à travers les arrêts qui sont rendus notamment. Et puis travailler sur des sujets d'intérêt général, on pourra en évoquer le terrorisme, l'état civil, le droit des contrats, voilà, tout un tas d'éléments. Le droit confronté à Internet aujourd'hui, c'est un problème énorme qu'on avait déjà d'ailleurs abordé dans notre congrès précédent, il y a 3 ans, à Beyrouth, au Liban, voilà, sur cette révolution qu'est l'Internet dans la justice, comme dans beaucoup d'éléments. Mais de façon concrète, quels sont les domaines d'intervention de la JUCAF, de cette association-là? Les domaines, c'est, puisque nous sommes des juristes, oui, et a priori les plus hauts juristes, puisque ce sont les cours de cassation, les cours suprêmes des pays, c'est échanger sur les normes internationales, par exemple. De plus en plus, vous avez des contrats qui sont en droit international privé, ou les conventions d'entraide sur le terrorisme, sur beaucoup d'éléments. Donc, il faut bien qu'on applique le droit chacun dans nos pays, mais avec une interprétation qui soit de plus en plus commune. Hein, autrement, on ne comprendrait pas. Le droit de l'extradition, par exemple, je prends un exemple, l'extradition des terroristes. Ouais. Le problème du terrorisme sur Internet, l'apologie du terrorisme sur Internet. On échange nos jurisprudences et les arrêts qui sont... Vous voulez parler de la diffusion de la jurisprudence sur Internet. Voilà. Et la JUCAF, d'ailleurs, a une base de données de jurisprudence alimentée par 46 pays, qui est la plus grande base du monde en français, alimenté par 46 pays. Vous avez les arrêts du Niger, de la Suisse, du Canada, de la France, de la Cour de justice de l'Union européenne, du Gabon, du Bénin, etc. Et c'est extraordinaire parce que c'est gratuit. C'est une base gratuite. Et ça me permet de montrer aussi le niveau de qualité des juristes de chaque pays. Si vous avez, je prends un exemple, un sujet de droit des contrats internationaux, la livraison par un navire qui tombe en panne ou qui livre pas dans les délais, dans un pays, l'interprétation du juge, vous imaginez bien, ou les contrats d'assurance, vous imaginez bien
que si une grande compagnie veut investir dans un pays, il va vérifier le niveau de qualité de ses juristes. Ils signent des contrats. Ouais. Donc si cette jurisprudence est connue, disponible sur Internet, c'est un investissement. Parce qu'il faut une certaine justice économique qui puisse rassurer l'investisseur. Effectivement, rassurer les investisseurs, comme la justice pénale, la protection des droits, c'est important pour rassurer les ONG et tous les autres États pour montrer la qualité de l'État de droit. La lutte contre la corruption, vous voyez, on a des tas de sujets d'intérêt général. Le fond du droit qui intéresse les citoyens, le droit à l'état civil, le droit de disposer de sa liberté, le droit qu'un contrat soit respecté. Bien sûr. Que vous ayez un contentieux, par exemple, avec une société internationale, vous êtes simple citoyen, si votre avocat vous défend, vous avez autant de chances de gagner si vos arguments juridiques sont bons. Vous voyez, c'est vraiment très très important. L'indemnisation des accidents, vous avez tous les problèmes de contrat, c'est très important. Oui, Madame Florence. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Il y a deux catégories de thèmes que nous avons en commun dans ces cours. Oui. Alors, il y a d'abord le droit de fond que vient d'évoquer M. Jean-Paul Jean, mais il y a aussi des thèmes que l'on a en commun qui sont des thèmes procéduraux. Lesquels? Parce qu'en fait, le thème du Congrès du Bénin, on a une parfaite illustration. La motivation. Dans tous les pays, le juge est là et le juge doit motiver sa décision. Donc, nous pouvons parfaitement échanger et fixer des critères procéduraux communs pour motiver les décisions, afin d'avoir un schéma de motivation de décision qui peut se retrouver dans les différents États. On va d'ailleurs revenir dans un instant, Madame Aubry-Girardin, sur le thème retenu donc pour ce 7e congrès qui va se dérouler au Bénin. Mais avant, Monsieur Zakari Abdou, vous qui êtes du Niger, qui venez du Niger, je le rappelle, vous êtes le président de la Cour de cassation du Niger, le Niger qui fait partie donc de la JUCAF. Comment vous appréciez justement cela? Bon, en fait, l'appartenance à la JUCAF, c'est une très bonne chose pour nos juridictions, parce que la justice, c'est une école permanente, parce que le droit est très vaste, donc il y a toujours des possibilités d'apprendre, parce que chaque fois qu'on a un dossier, c'est pas évident qu'on soit compétent dans le domaine. Très bien. Mais la mutualisation des efforts à travers la JUCAF nous permet, à travers toutes ces hautes juridictions, de faire des échanges de pratiques pour mieux améliorer nos décisions. Parce qu'en fait, comme on le dit, la justice est rendue au nom du peuple. Donc c'est au peuple de comprendre. Donc on doit faire des efforts pour que cette justice soit véritablement rendue au nom du peuple. Au nom du peuple. Et ce peuple doit comprendre qu'on agit dans son intérêt et comprendre, avoir une lisibilité de nos décisions. Bon, en dehors de ça, moi je dois aussi préciser qu'en dehors du fait que je sois venu au congrès de la JUCAF, encore j'ai profité pour venir un peu avant, dans l'optique de créer un partenariat avec la Cour suprême du Bénin. Très bien. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos juridictions, dans nos pays en général, nos pays n'ont pas beaucoup de moyens et que nos justices sont très jeunes. Donc, c'est dans cet objectif qu'on voudrait vraiment avoir un partenariat, par exemple, avec le Bénin, qui a déjà un jumelage avec un autre pays comme le Burkina. Donc ça va nous permettre vraiment de mutualiser les efforts pour faire un encadrement de nos jeunes collègues. Parce que vraiment c'est une préoccupation majeure. Il faut que la justice... que vous avez pris le temps d'observer comment évolue justement ici la Cour suprême du Bénin. Oui, durant 2 jours, j'ai eu des échanges avec les membres de la Cour suprême du Bénin, du président jusqu'au greffier en chef. Et on a échangé beaucoup sur l'organisation du travail au niveau de la Cour suprême du Bénin. J'ai appris beaucoup de choses, peut-être, qui vont me permettre d'améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation du Niger, parce que bon, on n'a pas la même organisation. Bon, il y a des choses que j'ai pu apprendre. Et effectivement, on envisage bientôt de revenir avec une équipe pour pouvoir signer ce contrat de partenariat qui va nous permettre vraiment à long terme de joindre d'autres pays à nous pour faire des formations communes, des formations continues communes, aussi bien pour les membres des hautes juridictions que pour les juges du fond, c'est-à-dire ceux des tribunaux et des cours d'appel.
C'est donc à l'actif de la Cour suprême du Bénin et d'ailleurs du président de la Cour suprême, M. Victor Dassi Adossou. Mais M. Jean-Paul Jean, revenant sur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été consenti comme effort depuis 20 ans au niveau de la JUCAF, s'il vous était demandé de faire un bilan aujourd'hui de tout ça, qu'est-ce que vous allez répondre? Ça vous fait sourire? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, les citoyens ne peuvent pas forcément se rendre compte. Eux, là, tout le monde a une vision de la justice, et souvent la vision de la justice, ce sont les séries américaines, les représentations. Donc, c'est pas exactement ça. Et je dois dire que quand même, avec tous ces échanges, on apprend beaucoup les uns des autres. Et que la justice qu'on rendait il y a un siècle, il y a 50 ans, c'est plus la même. Les gens ont besoin de comprendre ce que disait Madame Aubry-Girardin, le besoin d'intelligibilité. Autrefois, on avait le sentiment que la justice, pour imposer ses décisions, devait surtout ne pas être comprise, et de dire voilà, c'est comme ça. Or, aujourd'hui, les demandes des citoyens, c'est de comprendre. Il y a la démocratie, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi on prend une décision. L'intelligibilité des décisions, c'est fondamental. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les pays où les décisions sont écrites de façon plus simple, plus claire, les gens comprennent mieux leurs décisions et il y a moins d'appels ou de pourvoi en cassation. Parce que quand vous ne comprenez pas une décision, tout de suite vous allez faire appel, vous allez aller tout de suite, si vous estimez que vous avez perdu. Si on vous explique clairement pourquoi vous avez gagné en partie ou perdu, etc., ça change. Et puis vous respecterez aussi peut-être plus la justice. Le deuxième sujet, c'est les délais qui sont importants. Et en 2016, le débat, c'était justement ce qu'a dit un peu le président, comment on s'organise aussi dans nos cours pour traiter des affaires plus rapidement, en meilleure organisation, comment on travaille avec les avocats, parce que le travail dépend beaucoup de la qualité du travail des avocats. La formation des avocats est fondamentale. Si vous avez des bons avocats, vous aurez plutôt des bons juges. C'est vraiment un sujet. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé. Je prends un exemple concret récent. Je me rappelle par exemple de cette activité sur laquelle vous avez travaillé, l'enfant fantôme, de l'état de droit civil. C'était quand même une thématique très intéressante. Mais ça, c'est fondamental. On s'en est rendu compte, ce sont nos amis d'Afrique centrale, notamment du Mali, qui ont abordé cette question. Comment se fait-il que les enfants, et notamment les filles, n'étaient pas déclarées à la naissance, et donc elles pouvaient aller en classe, mais à l'âge de 12 ans, c'était fini parce qu'elles n'avaient pas d'état civil. Donc comment a répondu la justice? Là, l'organisation de la francophonie intervient beaucoup et nous, on a aidé juridiquement. Et on s'appuie sur effectivement des expériences qui sont les juges itinérants qui vont se déplacer dans les villages pour très rapidement établir un état civil avec la garantie d'un juge et qu'il n'y ait pas de corruption. C'est vraiment un sujet important. Avec la garantie d'un juge pour transcrire et que les personnes aient eu une identité. Et avoir une identité établie par un juge, ça donne des droits, et notamment pour ces jeunes filles de plus de 12 ans, d'aller à l'école et de continuer leurs études. Donc c'est un instrument d'émancipation. Et c'est justement ces juges de proximité, ces juges qui vont dans les villages et qui vont faire un travail concret. Voilà, ça c'est... La francophonie a aidé à ce travail qui se fait au Sénégal, au Mali, au Niger. Ça me semble extrêmement important. C'est un exemple concret, il y en a beaucoup d'autres. Autant d'activités menées. Madame Florence Aubry-Girardin, je prononce bien. Très bien. Beaucoup de choses qui ont été faites au cours des 20 dernières années par la JUCAF. Par la JUCAF, effectivement. Moi, je vais souligner une activité que je trouve très importante, qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'activité qui consiste dans la remise du prix à JUCAF. C'est une... En quoi consiste alors, ce prix existe depuis 2018 et l'idée, c'est de récompenser un jeune juriste prometteur, de le récompenser en lui permettant, généralement il s'agit d'un travail de doctorat, en lui permettant de publier ce travail de doctorat, ce qui permet justement de diffuser un travail d'importance qui peut-être n'aurait pas pu l'être et qui permet justement aussi d'améliorer l'information et la formation d'autres juristes. Donc ce prix est remis chaque année. Il y a un jury qui se réunit et qui choisit les travaux. Je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, en 2019, c'est Monsieur Aubin Dassine D
qui a obtenu un prix pour une thèse qui concernait l'égalité professionnelle entre femmes et hommes dans les États de l'Afrique francophone. Cette même année, 2 prix ont été donnés. L'autre prix a aussi été donné à M. Gaudin Djiouhessi, c'est à moi de bien prononcer cette fois. Hein. Et c'était l'appropriation privée de l'eau. Et en 2020, c'est Madame Karine Kouaidio qui a obtenu un prix pour le travail décent dans l'espace UEMOA. Donc vous voyez que c'est des sujets très divers, des sujets de société actuelle, et grâce à ce prix, ces travaux peuvent être connus, et ça donne aussi une impulsion et une aide à de jeunes chercheurs. Monsieur Zacharie, quelle appréciation faites-vous justement de ce prix? Parce que d'une façon ou d'une autre, ça vient booster en fait les efforts de ces, comme Madame le disait à l'instant, de ces jeunes qui sont en fin de formation et qui devront travailler pour une justice équitable. Bon, en fait, l'avantage de ce prix, c'est que ça permet aux jeunes juristes vraiment de traiter des thématiques qui soient en rapport avec le quotidien de nos citoyens. Par exemple, j'ai vu sur le travail de maison. Vraiment, c'est des choses assez importantes sur lesquelles on doit s'attarder. Et au-delà de ça aussi, je voulais revenir sur quelque chose que Jean-Paul Jean a dû dire. Ouais. Par exemple, c'est vrai, la présence d'un avocat, quand il y a des avocats dans une procédure, effectivement, ça permet, puisqu'ils mettent des arguments juridiques, ça permet aussi de se baser sur leurs arguments pour rendre une décision beaucoup plus assise. Mais par exemple, pour le cas du Niger, je peux dire que l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, en dehors des cas rares où la loi l'oblige, c'est-à-dire le cas des mineurs, en matière de crime, ce qui fait que le justiciable... L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire jusqu'à la Cour de cassation. Jusqu'à la Cour de cassation. Ce qui fait que le justiciable vient exposer sans savoir là où il va aller. Et le problème, c'est qu'il y en a qui... Moi, ça m'a surpris de voir des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir assister à l'audience, où on parle en français alors qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Ils ne comprennent rien du tout. Ils s'asseyent seulement à la fin de l'audience pour demander quelle est la date du délibéré. Wow. Donc, tous ces déplacements, ils l'ont fait uniquement pour apprendre la date à laquelle la décision sera rendue. Donc, c'est un peu plus délicat, et c'est pourquoi pour des pays où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, ces échanges peuvent permettre de voir comment améliorer la situation pour mieux tirer profit, parce qu'effectivement, quand il y a un avocat, c'est mieux. Par exemple, nous, dans le jargon, on appelle ça dossier direct, là où il n'y a pas d'avocat. Donc ça passe très vite, en fait. Non, ça, c'est plus lent. C'est plus lent. Quand il y a un avocat, lui, il connaît le droit, il va te parler du droit. C'est assez précis. Mais quand il n'y a pas d'avocat, le justiciable va amener pratiquement tous ses voisins pour être témoin. Il y a une audience où vous pouvez rester avec une dizaine de témoins, hein, et que c'est lui qui les amène, vous êtes obligé de les écouter. Et vraiment, ça rend lourd les procédures. Ça rend lourd les procédures. Et généralement, sans rien vous cacher, nous, généralement, ces dossiers, on les met à la fin de l'audience, puisqu'on sait que ça peut prendre autant de temps qu'il faut. Et comme le disait madame, donc vraiment, la lisibilité des décisions, c'est l'aspect fondamental qu'il faut rechercher. Lorsqu'un justiciable vient à la justice, lorsqu'on rend une décision, en la lisant, il doit la comprendre, ce qu'on a dit. Il doit comprendre qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi il a gagné le procès ou bien pourquoi il a perdu. D'accord. Madame Aubry-Girardin veut réagir. Oui, je veux réagir parce que je pense que c'est un très très bon exemple de la richesse de nos échanges et de l'importance. Parce qu'en Suisse aussi, pourtant on est un pays évidemment très très différent du Niger, mais nous avons le même système. Nous pouvons arriver, le citoyen peut aller jusqu'à la Cour suprême sans avocat. Ah bon. Et c'est le même, la même approche. Cela signifie que lorsqu'il n'y a pas d'avocat, on se doit d'expliquer mieux, plus en détail et plus simplement pour que le citoyen puisse comprendre nos décisions. Parce que sans ça, ça ne sert à rien d'avoir cet accès direct. Donc vous voyez qu'on peut avoir des échanges et avoir des problématiques communes avec des pays
a priori très différents. Donc c'est très important, Monsieur Jean, d'échanger. Oui, alors avec des différences énormes. Par exemple, bon, l'accès à la justice, il y a des systèmes plus riches, il y a des pays plus riches que d'autres où il y a l'aide juridictionnelle qui finance l'avocat. Des autres pays ne l'ont pas. Tout au sein du Conseil de l'Europe, il y a une demande que pour toutes les atteintes, alors il n'y a pas seulement les mineurs et les crimes, mais que pour les droits fondamentaux, les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est l'État qui doit payer l'avocat pour faire, lorsqu'il y a un recours. Dans certaines cours, la présence, en France par exemple, la présence de l'avocat en cassation est obligatoire pour éviter que ce soit un 3e degré de juridiction, puisque c'est après l'appel. Et c'est ça qui pose aussi problème. Et puis on a eu un problème commun sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le Covid-19. C'est-à-dire que oui, vous avez beaucoup travaillé on a beaucoup travaillé sur le Covid-19 parce que ça a transformé les juridictions avec justement les gens qui ne pouvaient plus venir. Est-ce que le constat, on l'a fait à la Cour de cassation française, il y a beaucoup d'endroits, ce qu'on appelle le recul de l'oralité. On s'aperçoit que de plus en plus, le droit est un droit écrit où les gens déposent les dossiers. Et je pense qu'on est assez d'accord en disant quand même, il faut que les gens puissent s'exprimer. C'est une demande fondamentale des citoyens qui puissent bien dire leurs problèmes à un moment donné, sans abuser forcément. C'est là où le rôle de l'avocat conseiller est important, et qu'on puisse comprendre. Mais pour ça, il faut que les gens puissent s'expliquer devant la justice. Il ne faut pas qu'il y ait des milliers et des milliers d'affaires qui arrivent et qui encombrent, mais il y a certaines affaires où il faut que les gens puissent s'expliquer. Et on s'est aperçu qu'avec le Covid-19, on déposait les dossiers, les gens ne venaient plus, etc. Et je pense qu'il faut retourner l'argument maintenant, parce qu'avec les moyens modernes, Wi-Fi, on peut entendre les gens à distance aussi. Il y a une façon de réfléchir. Et ça, on essaye de trouver les solutions. Par exemple, les témoins qu'on convoque tous à une même audience, ils n'arriveront jamais à arriver tous le même jour, c'est pas possible. On peut en entendre, et puis d'autres en visioconférence, et puis d'autres présents, etc. Faire une synthèse. Voilà, et on peut progresser. Donc il y a le bon usage de la visioconférence, le bon usage, il ne faut pas en abuser. Vous voyez, donc, et tout ça, ce sont des pratiques, et on a des traditions juridiques différentes, mais on peut trouver, je pense, des bonnes solutions. Pour ça, il faut qu'on échange. Entre pays très différents, on a beaucoup de points communs. Ce qu'on veut, c'est une bonne justice. Je crois qu'on a tous l'intention d'améliorer le fonctionnement de la justice dans les délais. Et puis aussi, la bonne justice, c'est que les gens soient entendus, aient compris la décision. Et donc, il ne faut plus rédiger comme il y a un siècle, il y a 50 ans ou il y a 20 ans, avec encore des formules latines. Écrire de façon que les gens ne comprennent pas la décision. C'était aussi le but, avec des mots que personne ne comprend. Donc il faut l'expliquer en langage clair. Les Canadiens disent en langage clair. Vous parlez de bonne justice, vous parlez d'explication, de compréhension, surtout des décisions. Le Bénin accueille justement, je le disais à l'entame de cette émission, le 7e congrès donc, de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Eh bien, ce congrès va se tenir au Bénin. Victor Dassi Adossou est d'ailleurs le président de la Cour suprême du Bénin, vice-président de l'association. Eh bien, on s'est rapproché de lui pour savoir ce qu'il pense justement de cet honneur qui est fait au Bénin, le Bénin qui accueille donc ce 7e congrès. Qu'est-ce qu'il pense de cette thématique et des 20 ans de la JUCAF? Regardez. C'est un heureux plaisir pour moi de voir mon cher pays, le Bénin, abriter pour la seconde fois les assises statutaires de cette association dénommée Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. C'est un honneur pour nous, pourquoi? Parce que cette association ne regroupe que les hautes juridictions de cassation, ceux qui, dans leur pays respectif, fomentent en dernier recours le droit, ceux-là qui rendent des décisions en dernier ressort, ceux-là qui, par leur mission d'interprétation de la loi, d'uniformisation de la jurisprudence, contribuent énormément à l'édification de l'état de droit. Et si le Bénin a été choisi pour la seconde fois, c'est parce que les participants à ce congrès, c'est parce que les membres des juridictions de cette haute association savent que quelque chose se construit au Bénin sur le terrain du droit et de la justice. Abriter une seconde fois les assises de la JUCAF, c'est la preuve de l'implication, du rôle de premier plan que joue notre pays dans la construction de ce réseau.
qu'il vous souvienne. Ou si vous ne le saviez pas, je vous apprends que l'ancien président de la Cour suprême du Bénin, M. Ousmane Batakor, a présidé à 2 reprises le bureau de cette association. Je peux dire que c'est une prime qui est faite à notre pays, qui est faite à sa Cour suprême, parce que les membres de cette association ont estimé que le droit se construit au Bénin et que le Bénin peut toujours servir de cadre aux réflexions de haut niveau sur le terrain du droit et de la justice. Ce serait un congrès de la maturité de cette association qui vient de célébrer ses 20 ans. Beaucoup de chemin a été parcouru, beaucoup de réalisations ont été faites, beaucoup de projets ont été réalisés. Cotonou servira en quelque sorte de bilan à tout ce qui a été fait. Le congrès va se pencher sur une thématique de préoccupation majeure, la motivation des décisions des hautes juridictions. Comment dit le droit et être compris. Il ne suffit pas que le juge dise le droit. Il faudrait que sa décision soit accessible par son intelligibilité, par sa compréhension. Il ne sert à rien pour un juge de rendre une décision que personne ne comprend. Donc, les participants au congrès de Cotonou vont réfléchir en partageant leurs expériences réciproques sur les mécanismes nécessaires pour que les décisions de justice rendues en dernier ressort par les hautes juridictions soient comprises de nos concitoyens. Retour sur ce plateau, le président de la Cour suprême, Victor Daci Adossou, président de la Cour suprême du Bénin et vice-président de la JUCAF, qui réagissait donc à l'instant, très heureux de voir son pays accueillir donc ce 7e congrès. Et 20 ans après, eh bien, il est également heureux de tout ce qui a été fait par la JUCAF. Alors, pour ce 7e congrès, M. Jean-Paul Jean, le thème retenu est, je cite, la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dit le droit et être compris. Alors, une question qui me vient à l'esprit, pourquoi il faut chercher à se faire comprendre si on a effectivement dit le droit? Alors cette formule, dire le droit être compris, ce sont nos amis belges qui viennent, il faut rendre à César ce qui est à César et à Bruxelles ce qui est à Bruxelles. Et c'est ça la fonction. La fonction des juges, c'est dire le droit. Voilà, c'est ça leur première fonction. Et nous rajoutons une deuxième chose, être compris, c'est-à-dire dire le droit clairement, de façon à ce que les gens comprennent pourquoi on a pris une décision dans tel sens. C'est la transparence de la justice. Voilà, on doit donner les raisons. Aujourd'hui, quand vous expliquez... le justiciable n'est pas un enfant, mais quand vous expliquez à votre enfant une décision que vous prenez, vous ne lui donnez pas une gifle, vous lui dites non ou oui, et vous lui dites pourquoi. Eh bien, une décision de juge, c'est une décision importante pour les gens, leurs citoyens. Vous attribuez la garde d'un enfant, vous donnez une pension alimentaire, vous donnez raison dans un contrat ou vous donnez tort à quelqu'un. Les gens doivent pouvoir comprendre, c'est devenu un droit fondamental. Et je pense qu'on va en discuter tous ensemble pour essayer d'écrire mieux et d'expliquer mieux les décisions. Un politique doit mieux expliquer ses décisions, un juge doit mieux expliquer ses décisions. C'est une revendication fondamentale dans une démocratie, je pense. Monsieur Zakari, un thème qui motive particulièrement le Niger. Oui, effectivement, le thème nous a paru important. C'est pourquoi nous sommes venus. La délégation du Niger est composée de 5 membres pour prendre part à cet important rendez-vous. Effectivement, la motivation des décisions de justice, c'est un problème énorme, puisque avant le juge, si je parle sur le contrôle de Jean-Paul Jean, le juge avait un langage trop ésotérique qui n'est pas compréhensible du citoyen lambda. Donc progressivement, on s'est dit qu'il fallait, la décision est rendue pour le peuple, il faut que le peuple la comprenne. Il fallait simplifier les choses. Il faut simplifier les choses. Surtout, comme je le disais tantôt, dans nos pays où il n'y a pas d'avocat, le justiciable a besoin d'un langage plus clair, plus terre à terre. Il faut éviter des termes, bon, même les termes, les expressions latines. Il faut moins alourdir les décisions. Il faut les rendre de façon plus simple pour que le citoyen lambda... Bon, facile pour la compréhension. Facile pour la compréhension, surtout que, par exemple, pour mon pays, nous avons une part d'analphabètes assez énorme qui ont besoin de comprendre, mais qui, même pour lire la décision, il faut qu'ils aillent chercher quelqu'un qui est allé à l'école pour lire et leur expliquer. Donc, vraiment, le juge a ce devoir
de comprendre sa société et de trancher en fonction des réalités de sa société. Et vraiment le faire dans les délais les plus brefs. Et si on connaît motivé, c'est plus facile de rédiger, puisque cet art permet de rédiger plus rapidement. Quand on maîtrise la motivation des décisions, on rédige avec beaucoup plus d'aisance. Effectivement, comme le disait tantôt M. Jean-Paul Jean, dire le droit et être compris, moi quand j'ai vu ça, j'ai souri, j'ai dit c'est une bonne expression. Parce qu'effectivement, quand on dit le droit sans être compris, on n'a rien fait. Parce que le peuple a besoin, pour lequel on travaille, a besoin de comprendre les décisions qu'on rend. Il faut qu'il comprenne pourquoi il a gagné un procès ou bien pourquoi il a perdu. Donc il est important, madame, d'expliquer. Ce qui est très très important dans le cadre de la motivation de la décision, c'est la confiance. La confiance que le citoyen doit avoir dans la justice. Or, pour avoir confiance dans une justice, il faut que la justice qui est rendue soit compréhensible pour le citoyen. Et cette lisibilité des décisions judiciaires est extrêmement importante, donc non seulement pour la personne qui reçoit la décision, mais aussi pour la sécurité du droit, parce que les décisions maintenant sont publiées. Donc chacun peut aller voir la décision. Et voir la décision, c'est voir non seulement le dispositif de la décision, ce que le juge a choisi, mais également la motivation. Et pouvoir se rendre compte que si on est dans une situation similaire, eh bien, on va pouvoir demander un traitement similaire. Et tout cela participe justement d'une ouverture, d'une transparence de la justice. Et pour moi, le rôle du juge, c'est aussi d'inspirer confiance. Parce qu'une société qui a confiance dans sa justice est une société qui fonctionne mieux et aussi une société qui peut attirer des entreprises, qui peut attirer des investisseurs, parce qu'on sait que si on a un litige qui porte sur un certain contrat commercial, par exemple, oui, on va trouver les précédents, on va trouver la motivation et on va savoir dans quel sens la justice va être rendue. Donc c'est, à mon sens, extrêmement important. Extrêmement important, et c'est en cela que j'évoquais tout à l'heure, Monsieur Jean, le droit économique, par exemple, pour les investisseurs qui ont besoin d'être convaincus que la justice leur offre toutes les facilités, évidemment. Voilà, il y a deux choses importantes pour un investisseur, comprendre le niveau juridique, puis deuxièmement l'intégrité du juge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui motive sa décision, il dit pourquoi, il n'a pas peur d'expliquer sa décision. Mais si vous avez des phénomènes de corruption, d'intégrité, vous allez mettre un langage que personne ne comprend, etc. Et on ne saura pas trop pourquoi la décision a été prise. En tout cas, c'est une décision qui peut être douteuse. Un juge, c'est quelqu'un, une femme ou un homme qui prend ses responsabilités, qui dit le droit de façon totalement transparente. Et on sait qui est ce juge qui l'a rendu. Voilà. Et ça, je pense que pour la démocratie, pour le droit, c'est absolument fondamental. Donc, on est plus exigeant, en fin de compte. Il faut être exigeant vis-à-vis de ses juges et les juges être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, en fait, et selon mes informations, la France a déjà décidé de rendre ses décisions en style direct. Vous qui êtes le président de la Chambre honoraire à la Cour de cassation de France, il faut aujourd'hui que tous les autres pays emboîtent le pas à la France. Je veux pas la France, c'est une référence, on discute. C'est une référence, entre autres. Bien sûr, on a mis 4 ans, je sais, j'avais présidé la commission de réforme qui a accompli ça. Et puis en 2019, notre première présidente, une femme, a décidé de valider tout cela. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et les juges, c'était pas forcément les jeunes juges qui étaient les plus motivés pour changer la motivation, pour évoluer. Mais il y a eu un contexte où les anciens, en fin de compte, étaient contents de rédiger plus clair. Attendu que, etc. Non, on écrit en style direct, voilà, mais de façon extrêmement claire. La rigueur du droit reste, mais la clarté du droit doit progresser. Le style direct, la clarté du droit, c'est très important. Oui, et on voit, en Suisse, nous ne rédigeons pas du tout les décisions de la même façon qu'en France. Nous avons un style qui est, depuis très très longtemps, qui est un style direct. Un style direct le plus simple possible, qui tient peut-être au fait qu'il y a différentes langues officielles en Suisse, et donc
on rédige de telle façon que des citoyens ou des juristes, en général ce sont des juristes qui s'intéressent à des décisions dans des langues, dans une autre langue nationale, puissent comprendre facilement la décision qui a été rendue dans la langue. Donc on voit que cette tradition, qui est liée aussi au fait que la Suisse est un pays multilingue, fait que les décisions sont rédigées d'une autre façon. Et je pense que dans chaque pays, on aura des échanges, le colloque n'a pas encore commencé, mais dans chaque pays, on pourra voir que la façon de rédiger est aussi liée à des spécificités propres aux pays concernés. Clarté, style direct au Niger? Oui, le style direct a pris... On a commencé par l'appliquer il y a quelques années. Bon, en fait, au début, c'était le style non direct avec beaucoup d'attendus. On s'est rendu compte que les attendus alourdissent les phrases. Et ça, c'est ce qu'on a appris à l'école dès le début. On a vu les décisions étaient en attendu. Bon, après, on s'est rendu compte que vraiment, bon, même le juriste, quand vous faites sans motivation concrète, il ne comprend pas. Même le juriste n'arrive pas à vous lire. À plus forte raison, le citoyen qui a besoin de lire sa décision et de la comprendre. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Je ne veux pas citer des cas, mais il y a des pays, par exemple, où on a exigé que la décision soit d'abord rédigée avant d'être rendue. C'est un effort qu'on doit faire. Par exemple, moi, depuis que je suis venu à la Cour, j'ai dit, bon, pour la chambre que je préside, les arrêts sont faits avant le délibéré. C'est-à-dire, avant qu'on ne prenne les décisions, déjà, les arrêts sont disponibles. Donc, lorsqu'on vient en délibéré, on examine les arrêts et on apporte les corrections. Et maintenant, c'est sur place qu'on met les corrections, ce qui fait que dès qu'on sort, la décision est déjà disponible. Et vraiment, c'est cet effort qu'on doit commencer à faire, nous, magistrats, pour permettre aux justiciables vraiment d'être... Comme le disait madame, effectivement, la confiance à la justice dépend du degré de clarté des décisions, de la motivation juridique. Parce que le juge est là pour dire le droit, mais il dit le droit pour que le droit là soit bien compris par celui qui en a besoin, celui qui est venu se plaindre. Mais si on ne comprend pas, le juge n'a pas servi à grand-chose. Et cet effort, dans tous les pays de la JUCAF, on doit faire forcément cet effort pour véritablement permettre aux citoyens lambda... Ça sera le débat, jeudi et vendredi. Et il y a une proposition, c'est très transparent, il y a une proposition de recommandation qui va être discutée, etc. Ce que disait Mme Aubry-Girardin est très important, c'est-à-dire que avec ce style un peu désuet qui existait, les attendus, des phrases très très longues, en fin de compte, c'était impossible de traduire. Et vous aviez les Anglais, par exemple, qui essayaient de traduire une décision de la Cour de cassation française, on ne la comprenait pas tout le temps. Or, l'interprétation d'une convention internationale, qu'elle soit faite par les pays d'Europe du Nord, les Américains, etc., il faut pouvoir la comprendre. Donc en style direct, c'est beaucoup plus facile de comprendre une décision. Et plus votre décision peut être traduite dans une autre langue, et plus elle est diffusée dans le monde, et plus c'est important. Donc vous voyez, avec maintenant, vous avez même des traducteurs automatiques sur Google ou autre. Donc vous voyez l'importance de ça. Si vous faites une phrase, la phrase unique qui existait de la Cour de cassation française reprise par des cours africaines de 20 lignes ou 25 lignes, on ne sait plus, arrivant à la fin, ce qui a été dit au début, c'est intraduisible. Donc, c'est non seulement pour les citoyens, mais aussi pour l'influence du pays, pour son droit. On parlait du droit des affaires, le droit commercial, extrêmement important que ça soit traduit en anglais ensuite. Et là, c'est la même chose pour traduire en arabe, traduire en espagnol, c'est extrêmement important. Et plus c'est clair et simple et rigoureux, et plus c'est facile à traduire et à comprendre dans d'autres systèmes juridiques. Donc aujourd'hui, avec l'internationalisation du droit, c'est un instrument de progrès considérable. Et quels sont les autres grands sujets qui vont meubler ces échanges au cours du congrès? Ah ben là, on va se concentrer sur la motivation. C'est en soi déjà une évolution culturelle considérable. Vous imaginez, c'est depuis Napoléon, le Code civil, la diffusion du droit civil français. Il y a encore quelques années, des magistrats de la Cour de cassation française venaient en Afrique pour apprendre à rédiger à la française, à l'ancienne. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà. Et en fin de compte, non, à chacun de trouver le langage clair
qui correspond bien avec ces deux objectifs. La rigueur juridique, c'est fondamental, la rigueur juridique et la qualité, et en même temps une clarté. Il y a une bonne conciliation, comme on dirait. En même temps, on peut faire les deux. Voilà ce régime. Je pense qu'on a tous à progresser. Monsieur Zacharie a Oui, un j'allais complément. ajouter quelque chose, parce qu'en fait, la motivation, c'est même important pour le juge. Avant nos décisions. Pourquoi c'est si important pour le juge? Pourquoi? C'est important pour le juge parce qu'avant, nos décisions n'étaient pas accessibles. Maintenant, dès que vous rendez une décision, elle est automatiquement accessible. Et c'est l'honneur du juge de voir que sa décision a été appréciée, puisqu'il y a les critiques. Il y a un exemple, je ne sais pas, c'est en 2002, je crois, la Cour suprême du Niger a eu à rendre une décision. Le lendemain, elle était sur Internet, c'est sur le droit au WADA. Donc, et effectivement, ça nous a paru, bon, les commentaires étaient heureusement favorables à la décision. Alors que c'était une décision, une des premières décisions qui avait été prise dans le cadre du droit au WADA, dans tout l'espace WADA. Dans tout l'espace WADA, c'était le Niger qui avait inauguré cette décision, par exemple, à titre d'exemple, en disant que le droit au WADA, c'est pas parce qu'on a invoqué des actes du droit au WADA que forcément c'est le droit au WADA qui est applicable. Par exemple, en matière de procédure, le droit au WADA n'a pas réglé la procédure. Donc, quand c'est des questions de procédure qui sont posées à la Cour, tel que le cas du dossier, ce n'est pas le droit au WADA qui est applicable. Et effectivement, quand la Cour a rendu cette décision, c'était un tollé général au début, mais quand ils ont vu les commentaires des doctrinaires, ils ont compris que c'était la bonne voie. Donc vraiment, le juge a à faire attention lorsqu'il rend une décision, à ce que sa décision soit vraiment bien motivée. C'est pour sa crédibilité. En dehors de ce que Madame a dit, la confiance à la justice, même le juge a besoin de ça, d'une bonne décision bien rendue pour sa crédibilité. Puisque dès qu'on lit, par exemple, si c'est au niveau d'une haute juridiction, quand même, ce serait lamentable de dire que la décision est mal rédigée. C'est pas bon, c'est pas bon. Au niveau, par exemple, d'une cour de cassation ou d'une cour suprême, dire que la décision n'est pas bien motivée. Pour des magistrats qui ont 25 ans au moins d'exercice, bon, donc vraiment, le juge a à faire attention lui-même pour que sa décision soit vraiment bien motivée et qu'elle soit d'une lisibilité exemplaire. Donc il faut retenir, Madame Aubry-Girardin, confiance, clarté, style direct, motivation. Exactement. Je pense que c'est les mots clés. Et moi, je dis toujours que le juge est au service des justiciables. Il n'est pas à son propre service. Nous, si on travaille et si on rend des décisions, c'est parce qu'il y a des litiges, des cas importants qui sont portés jusque devant la Cour suprême. Et notre devoir, c'est de donner des solutions et des solutions claires. Et qu'est-ce que le citoyen lambda doit espérer de ce congrès, Monsieur Jean? Une amélioration progressive du service public, du service au public de la justice. C'est un service au public. Hein. Et je pense que tout le monde, on se défie beaucoup de la justice. Et ce que disait le président est tout à fait juste. Maintenant, avec Internet, de plus en plus, toutes les décisions sont sur Internet. Cette transparence de la justice, c'est une évidence. La Cour suprême du Bénin, du Sénégal, maintenant on a les meilleurs sites Internet et les publications sont faites sur Internet depuis quelques mois, simplement, dans notre base de données aussi. Donc c'est une évolution absolument considérable. Et pour la crédibilité de la justice, le service rendu au public, c'est fondamental qu'on ait ces décisions en langage clair, à la fois pour le juge, sa crédibilité, son impartialité, et pour le justiciable qui peut, comme vous l'avez dit, comparer les décisions, la qualité de la justice. Donc on a tous intérêt à être meilleurs. Voilà, tout simplement, que le service de la justice soit meilleur pour le citoyen. Ça me semble une nécessité. Donc c'est exigeant, ça nous demande du travail, mais on est payé pour ça, et puis on aime ce métier. Voilà. Le choix de ce thème était très important pour le Niger, en tout cas. Oui, le choix du thème était important. C'est pourquoi, dès que j'ai reçu la correspondance, donc j'ai désigné un conseiller par chambre. Notre cour de cassation a 3 chambres, donc on a désigné un par chambre, plus un représentant du parquet général. Après, le président Adossou m'a convaincu de me joindre à l'équipe, et je suis venu, et vraiment, je ne le regrette pas.
Je sais que ce sommet nous permettra vraiment, avec les 27 pays présents, d'échanger vraiment sur la thématique pour une bonne gouvernance en matière judiciaire. Parce que l'objectif cherché, c'est une bonne gouvernance en matière judiciaire, c'est-à-dire des décisions vite rendues, mais bien rendues. Et il faut qu'il y ait la confiance, forcément. Exactement, et pour la Suisse, c'était également un thème extrêmement important. La motivation des décisions fait partie de nos droits fondamentaux garantis par la Constitution, de sorte que c'est aussi important pour nous de venir et puis d'échanger afin d'améliorer également notre façon de motiver. Nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Je vais faire un dernier tour de table pour la conclusion. Je vais commencer par M. Abdou Zakari, premier président de la Cour de cassation du Niger. Votre conclusion, votre mot de la fin. Bon, en fait, moi, j'espère que le Congrès nous permettra d'aborder la question avec clarté et de trouver des solutions pour qu'au retour, nous puissions transmettre ça aussi bien à nos collaborateurs qu'aux juridictions inférieures pour que la motivation des décisions vraiment soit un engagement de tous les magistrats du Niger à ce qui me concerne. Madame Florence Aubry-Girardin, vous êtes la présidente de la deuxième cour de droit public au tribunal fédéral de Suisse. Votre conclusion? Alors, ma conclusion, j'ai déjà parlé des objectifs, mais ce colloque va commencer. Moi, je suis absolument reconnaissante au Bénin, à la Cour suprême du Bénin, d'avoir accepté d'accueillir ce colloque, ce moment intéressant, et je suis sûre que l'on aura des échanges captivants avec tous les pays qui sont représentés ici, au Bénin. Merci, Madame Florence Aubry-Girardin. Monsieur Jean-Paul Jean, président de la Chambre honoraire à la Cour de cassation de France et secrétaire général de l'association La Jucaf. Bien, même chose, je tiens beaucoup à remercier nos amis de la Cour suprême du Bénin. Rappelez que l'ancien président, Ousmane Batoko, a présidé la JUCAF de 2013 à 2019, donc j'ai eu le grand bonheur de travailler pendant 3 ans avec lui, c'est aussi des amis. Et le président Adossou maintenant est le président de la Cour suprême, et vraiment, ce qui fait extrêmement plaisir, on a quand même plusieurs pays qui sont les leaders sur le site internet. Il y a le Sénégal et le Bénin qui sont là, qui ont peut-être plus de moyens. Les instruments de formation qu'a dit le président sont importants, et en fin de compte, ces échanges entre des cours tellement différentes, c'est pour nous une université de relations, d'échanges, et on va progresser tous ensemble avec nos traditions juridiques aussi, les spécificités. Il y a des pays plus riches que d'autres, qui ont plus de moyens, il y a des traditions de relations justiciables, la qualité des avocats, le nombre d'avocats, tout ça est différent, mais on a des valeurs communes, et puis voilà, c'est ça qu'on va essayer on va essayer d'aboutir à ça dans une résolution commune. On va tous essayer de progresser ensemble. C'est un petit peu dans l'intérêt du justiciable, et puis qu'on soit aussi fier de notre métier. C'est-à-dire qu'on est content si on améliore la production, la qualité de la justice, et donc la confiance dans ce système que doit avoir le citoyen. Voilà, c'est une démarche d'amélioration de la qualité, peut-être, tout simplement, si j'ose dire. Une démarche de qualité, d'amélioration. Il faut progresser, comme vous l'avez dit, pour le bonheur des justiciables. Et c'est en cela que la motivation, elle est très importante. Vous êtes revenu là-dessus, la motivation. Et c'est d'ailleurs le thème de ce 7e congrès, la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris. Il est important que les justiciables puissent véritablement bien comprendre les décisions qui sont rendues donc par nos cours. Merci vraiment d'être venu sur ce plateau pour éclairer, je vais dire, notre lanterne sur cette thématique qui paraît très importante pour ce 7e congrès de l'association donc des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.